Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. L'émission qui reçoit aujourd'hui une universitaire d'origine gabonaise, pays auquel elle a consacré un livre intitulé « Gabon, pourquoi j'accuse » paru aux éditions L'Harmattan. Madame Laurence Ndong est notre invitée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me recevoir. Qui accusez-vous et pourquoi? Qui j'accuse et pourquoi? Je parle du Gabon et dans ce livre, j'ai choisi d'identifier, j'ai travaillé pour identifier les représentations, les pratiques dans la politique, les façons de penser qui, à mon sens, ont induit le pays dans l'état de délabrement avancé dans lequel il est aujourd'hui. Donc je remets en cause la pratique, la manière dont on fait la politique et je propose une autre réflexion en invitant la jeunesse aujourd'hui à s'engager en politique mais à la faire autrement, de la bonne manière, c'est qu'il va permettre au pays de se développer. En tout cas, nous avons parcouru avec beaucoup de plaisir votre ouvrage et nous avons vraiment identifié un certain nombre de points que vous mettez en exergue, notamment la transhumance politique, la dilapidation des fonds, les rivalités autour du roi, entre autres. Et nous allons quand même essayer de passer en revue chacun de ces points. Et vous parlez de la transhumance politique et vous dites exactement ceci. À la page 29, citation, au Gabon, sous le président El-Hadji Omar Bongo Ondimba, les leaders de l'opposition changeaient de bord alors même que la situation qu'ils décriaient n'avait nullement changé. Par contre, ce qui s'améliorait considérablement, c'était leur niveau de vie. Fin de citation. Alors comment cela se vit concrètement? Comment cela se vit? On a vu des leaders politiques, à l'exemple de monsieur, par exemple, Paul Mbabé Solo, qui étaient des leaders de l'opposition, qui réclamaient une école gratuite, des meilleures conditions de vie pour les populations, et alors même que les conditions qu'ils réclamaient n'étaient pas arrivées, que la situation n'avait pas changé, on les voyait rejoindre le camp du président qu'ils avaient tant décrié, devenir ses ministres, lui parler parfois en ayant un genou à terre, en public, et on se demandait qu'est-ce qui s'était passé, comment on pouvait autant changer, à la limite qu'on sorte d'un pouvoir, parce qu'on n'est plus d'accord, parce que les choses ne vont pas, c'est une chose. Mais l'avoir décrié et le rejoindre alors même que les choses n'ont pas changé, pour moi, je trouvais ça complètement aberrant. Donc vous dites que de ce fait, on a du mal à suivre ces leaders. On a énormément de mal à le suivre, surtout quand on sait qu'il y a des personnes qui, elles, derrière, se sont engagées par conviction et qui, parfois, ont fait les frais de leur militantisme. Certains ont perdu leur travail. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des jeunes qui ont été assassinés, tués parce qu'ils ont réclamé le respect de leur vote. Et si demain, ceux qui étaient des leaders qu'ils soutenaient, même si on dira que chacun est d'abord responsable de ses propres convictions, mais je pense que c'est trop facile de trahir à chaque fois des causes que l'on a défendues. Quand on trahit la cause, on trahit aussi ceux qui ont cru à cette cause. Vous avez insisté sur le fait que votre pays regorge d'énormes ressources, mais pour la plupart du temps, les fonds ont été dilapidés d'une manière un peu quand même barbare. Alors, comment est-ce que ça a servi à quoi toutes ces ressources dont regorgeait votre pays? Tout l'argent qui est sorti du Gabon, c'est parti où concrètement? L'argent qui sort du Gabon, on sait bien qu'il va dans des paradis fiscaux, il va dans des comptes personnels. Nous avons ici en France l'affaire des biens mal acquis dans laquelle le président Omar Bongo est cité pour ses nombreux hôtels particuliers à Paris, les voitures de luxe, etc. Donc on voit bien que cet argent a servi à enrichir une oligarchie, une minorité de personnes, alors que le très grand nombre, la grande majorité des Gabonais vit dans une misère indescriptible. Aujourd'hui encore au Gabon, nous avons des salles de classe de 100, 200 élèves. Les élèves sont assis par terre. Dans tous les établissements scolaires du Gabon, il n'y a pas de laboratoire scientifique. Nous formons des élèves qui ont des bacs soi-disant scientifiques, des bacs D, c'est-à-dire mathématiques, biologie, des bacs de physique, chimie, mais qui n'ont jamais vu une pipette, qui n'ont jamais vu une éprouvette graduée, qui n'ont jamais réalisé la moindre expérience. Pour un pays qui a 1,5 million habitants et qui a eu des ressources énormes comme celles que le Gabon a eues, c'est simplement inadmissible. Ceux qui reviennent là de la Coupe d'Afrique des Nations ont bien vu que le Gabon, il n'y a pas de route, les stades sont construits en brousse quasiment, 17 km des villages, sans lampadaires, sans éclairage. Donc on voit qu'on est dans dans une absence de développement qui ne peut s'expliquer que par le pillage des ressources quand on sait que le Gabon est un pays pétrolier, c'est un pays qui a le manganèse, l'uranium, le fer, de la bauxite, 800 km de côte avec l'océan Atlantique. Donc ce paradoxe entre cet État très riche et cette population très pauvre ne peut s'expliquer que par le pillage des deniers publics. Nous allons continuer quand même de découvrir ce livre à la page 85. Vous dites exactement ceci parce que vous décrivez quand même certaines pratiques peu orthodoxes qui ont cours dans la société en général et dans le Parti démocratique gabonais, parti auquel vous avez appartenu à un moment donné. Vous y êtes toujours?
Non, je ne peux pas. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas si vous avez fait le bon choix. Non, Toujours heureusement, heureusement. À la page 85, vous dites exactement ceci. Citation, une simple réunion de 3 heures avec une centaine de participants venait de coûter plus de 15 000 €, c'est-à-dire près de 10 millions de francs CFA, quand pendant ce temps, dans une école comme celle du quartier Bambouchine, à quelques kilomètres du centre de Libreville, les salles de classe n'ont ni mur, ni toit, ni table-banc. Fin de citation. Mais pendant ce temps, vous étiez là quand même. Pourquoi vous n'avez pas décrié cela en ce moment-là? Je l'ai fait. Vous auriez pu vous lever et claquer la porte le jour-là pour dire non, je ne peux pas cautionner cela. Je ne l'ai pas cautionné, je l'ai fait. Si vous lisez ce qui vient avant ce passage, j'explique qu'à l'époque, j'avais déjà démissionné et que j'avais fait une lettre de démission en bonne et due forme dans laquelle j'expliquais que je démissionnais parce que j'avais été sollicitée pour faire un travail, mais je me rendais compte que la volonté politique n'y était pas, que les ressources n'étaient pas mises à disposition pour travailler pour le bien-être des Gabonais et ne sachant pas faire dans l'immobilisme et la médiocrité, j'avais choisi de démissionner. Donc je ne suis pas partie en cachette, je ne me suis pas simplement retirée, j'ai écrit une lettre de démission adressée au secrétaire général du parti à l'époque. Et c'est lui qui, de passage en France, m'a convié à cette réunion parce qu'il aurait voulu que l'on discute encore au sujet de cette démission. Et la veille de cette fameuse réunion, je leur avais dit, puisqu'ils s'étaient plaints du fait que le parti n'avait pas de moyens pour fonctionner en France, je leur avais dit que l'une des raisons pour lesquelles le parti n'avait pas de moyens, c'était aussi parce que tout l'argent qui était mis à disposition finissait dans les poches des individus qui étaient présents et qu'il y avait une trop mauvaise gestion et que la priorité n'était pas donnée aux activités, mais toujours à l'appât du gain. Et je leur avais dit, j'avais mis le secrétaire général à défi en lui disant, donnez-leur de l'argent. Là, ils vont se le distribuer entre eux. Ils ne mettront pas 1 € dans les caisses pour la moindre activité. En tout cas, et le lendemain, c'est ce qui s'est passé. On leur a remis de l'argent. Ils se le sont distribués comme toujours. Et toutes ces pratiques-là, ne me reconnaissant pas dedans, j'ai dû claquer la porte parce que, voilà, les oiseaux d'une même espèce volent ensemble. Je ne me reconnaissais pas dans ces façons de faire. Vous avez sérieusement déploré quand même les rivalités autour du chef, ce que vous avez appelé les rivalités autour du roi. Alors, qu'est-ce qui anime ces rivalités-là? Qu'est-ce qui est l'essence de ces rivalités, selon vous? C'est le clientélisme déjà. C'est le clientélisme qui a été développé où on a une place dans ce milieu, pas forcément parce qu'on a des compétences, pas forcément parce qu'on le mérite. Il parle de méritocratie, mais en réalité, ça n'a jamais été de la méritocratie, c'est du clientélisme. On estime qu'on est légitime parce qu'on a été là le premier, on est un militant de la première heure, ou on est parenté à X, on est parenté à Y. Donc, il y a cet esprit de clientélisme qui est là, mais il y a aussi le fait que ceux qui dirigent divisent pour mieux régner. Parce que lorsqu'il divise, lorsque tout le monde se bat pour avoir la faveur du roi, le roi se sent quelque part honoré. Mais je vais me permettre de citer la Bible qui dit que lorsqu'un roi a égard aux flatteries, tous ses conseillers sont des méchants. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce milieu. Alors, mais cette situation, vous n'êtes pas la première à la décrier depuis la nuit des temps. Beaucoup de personnes, beaucoup de voix s'insurgent quand même pour déplorer cette situation. Mais est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une prise de conscience et que les choses se font autrement? Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du Gabon, c'est que chaque peuple a un seuil de tolérance. Et je crois que le peuple gabonais a atteint son seuil de tolérance. Il a toléré ce gouvernement, il a toléré ce régime pendant près de 50 ans. Il a toléré cette malgouvernance. Quoique, quand je dis qu'il a toléré, je vais nuancer parce que depuis que nous avons eu des élections multipartites présidentielles depuis 1993, le peuple gabonais n'a plus jamais voté les bongos. Ils n'ont remporté aucune élection présidentielle, mais ils sont toujours passés en force. Et malheureusement, difficile à prouver, hein? Si, ça peut être... L'histoire aujourd'hui le dit. Nous savons très bien, il y a eu ce documentaire sur la France-Afrique qui est passé sur une chaîne de télévision française. En tout cas, nous reviendrons en seconde partie de cette émission sur l'élection, sur les élections et sur l'élection qui vient de partir. Voilà, donc il montre bien que depuis longtemps, le peuple gabonais ne veut plus de ce régime, mais on le lui impose. Et aujourd'hui, il y a cette révolte qui fait que le peuple gabonais ne veut plus absolument rester sous ce régime. Donc, j'ai voulu, moi aussi, apporter ma pierre à l'édifice. Il y a plusieurs voix qui se sont élevées. La mienne en est une parmi les autres pour dire qu'aujourd'hui, il est important que nous fassions autrement. Et ce qui m'a mené à écrire, c'est de réaliser qu'au milieu de ceux que j'ai côtoyés dans le Parti démocratique gabonais, il y a ce qu'on peut appeler la nouvelle génération. Ceux qui ont mon âge, ceux qui sont nés après les indépendances, mais qui malheureusement étaient déjà enclins aux mêmes pratiques alors qu'ils étaient censés venir transformer les choses. Et c'est moi cela qui m'a le plus désolé de réaliser que
finalement, qui va relever le pays si ceux qui arrivent aujourd'hui, qui ont la trentaine, qui ont la quarantaine, sont les premiers à plonger pieds et mains dans les détournements de fonds, dans le clientélisme, dans le népotisme. Je me suis dit, notre pays est véritablement en danger. Mais je crois aussi que il y a aussi cette génération qui ne s'est peut-être pas encore fait entendre, mais qui aujourd'hui pointe et qui veut véritablement faire les choses autrement. Et c'est à cette génération-là que je m'adresse dans le livre en leur demandant de ne plus rester cachés, mais de se lever, de prendre les choses en main, de sortir du bois, parce que notre pays a besoin de personnes intègres, des personnes qui vont au-delà de simplement prôner des valeurs, vont les incarner, parce qu'il nous faut aujourd'hui tendre vers une bonne gouvernance pour changer notre pays. Vous dites que le peuple est fatigué, le peuple se révolte. Est-ce qu'il est vraiment fatigué? Est-ce qu'il se révolte réellement? C'est ce que nous allons voir à travers le prisme de la dernière élection présidentielle qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Dans la seconde partie de cette émission, chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, on vous retrouve dans quelques instants.